Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. La mesure relative à l'importation des bus marque une étape importante dans la stratégie nationale de modernisation du transport public, une décision accueillie favorablement par les citoyens. Incendie à Blida, les équipes de la protection civile ont maîtrisé le sinistre et évacué les habitants sans enregistrer de victimes. La foire commerciale intra-africaine, un rendez-vous stratégique pour stimuler l'innovation, valoriser la jeunesse et renforcer les partenariats entre les entreprises africaines. À Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer. Les familles palestiniennes déplacées luttent pour survivre sous des tentes de fortune, privées de toute aide. Bienvenue à tous. Les récentes mesures concernant le secteur du transport, notamment le renouvellement du parc de bus et le renforcement de la sécurité routière, ont été accueillis favorablement par les conducteurs et les citoyens. Des mesures considérées comme une étape importante, avec en priorité l'importation immédiate de 10 000 nouveaux bus, ainsi que l'importation de différents types de pneus. Le point avec Walid Yousfi. Trajet quotidien, tout en veillant régulièrement à son entretien pour garantir la sécurité des passagers. On aimerait bien travailler avec de nouveaux autobus, ça arrange tout le monde, aussi bien les voyageurs que nous. Ça réduira aussi le nombre d'accidents sur les routes. Avant, la durée de vie des pneus était d'1 an. Maintenant, c'est à peine s'ils tiennent 6 mois. Ça serait bien de ramener des autobus neufs. Cela permettrait aux citoyens de se déplacer avec un peu plus de confort et réduire les risques d'accidents. Les autorités du pays ont tranché importation massive de divers types de pneus pour toutes sortes de véhicules, ainsi que 10 000 bus de transport. Une décision qui devrait permettre aux transporteurs privés de moderniser leur flotte, avec à la clé plus de confort. On souhaiterait que cette décision soit élargie également aux autobus interwilayas. Cela fait longtemps qu'on attend cette décision. Il y a aussi le renouvellement du parc automobile. On aimerait bien qu'il y ait des autorisations pour que les particuliers puissent importer de nouveaux camions et autobus. Il faut aussi soulever le problème des pneus. La plupart des accidents sur nos routes résultent de la mauvaise qualité. Avec des pneus usés, le risque d'accident augmente. Il faut rouler avec des pneus neufs. On aimerait bien qu'il y ait plus de pneus sur le marché et que les prix baissent. L'État affiche ainsi une volonté ferme de moderniser en profondeur le secteur du transport, tout en veillant à la sécurité des voyageurs et à la pérennité d'un service public essentiel au quotidien des citoyens. À Blida, les équipes de la protection civile sont parvenues à éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans la forêt de Shri'a au niveau des villages Wemchati Hayhaqo, Faroun et Wed Blat. Les habitants ont été évacués sans déplorer de pertes humaines. L'Akhdar Kawan, Image Jahmoun. Nuages de fumée, sirènes et familles évacuées. À Shri'a, un incendie violent a ravagé mercredi plusieurs zones de la forêt. De Haqqo Faroun à Wed Blat, les flammes, attisées par le vent, ont forcé les autorités à évacuer plusieurs personnes en urgence, tandis que les pompiers luttaient sans relâche contre le feu. L'incendie était maîtrisable au début et nous avons tout fait pour l'arrêter. Et même si le vent ne nous a pas facilité la tâche, nous avons pu arrêter l'incendie à Wed Blat. On nous a demandé de quitter les lieux. Plusieurs d'entre nous ont perdu leurs biens, mais l'État nous a promis de nous indemniser. Sur place, d'importants moyens ont été mobilisés. Des colonnes mobiles, un dispositif aérien composé d'avions bombardiers d'eau type AT-802 et des avions type BE-200 relevant de l'AMP
ont également été mobilisés. Mais la mission est rendue périlleuse par des vents violents et des températures suffocantes qui ont compliqué l'action des secours. La protection civile a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires. Les unités de Blida ont été appuyées par des colonnes mobiles afin de maîtriser l'incendie. Des familles ont été évacuées et éloignées par mesures préventives. Heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée. En raison de la forte densité des vents, l'incendie s'est malheureusement propagé avec intensité. Mais l'intervention a été rapide et immédiate. La situation a pu être maîtrisée. Les autorités appellent à la plus grande des prudences car en cette saison, la moindre étincelle pourrait coûter très cher. Miser sur ses propres atouts, telle est aujourd'hui l'ambition de l'Afrique pour relever ses défis socio-économiques. Avec la ZLECAf et sa jeunesse créative, l'IATF 2025 s'annonce comme un rendez-vous stratégique pour impulser un nouveau modèle économique. Adel Boukhams et Badi Amani. Face à de multiples défis socio-économiques, chômage élevé des jeunes, sécurité alimentaire, vulnérabilité au choc extérieur et déficit d'infrastructures, les économistes soulignent que l'Afrique ne peut relever ces enjeux qu'en misant sur ses complémentarités, en tirant profit pleinement de la diversité des ressources naturelles, agricoles, industrielles et humaines entre pays africains qui représentent un atout majeur à condition de mieux les mettre en synergie. La 4e édition de cette foire, qui est une foire économique et commerciale qui essaie de pouvoir consolider le commerce intra-africain. L'objectif social est de la croissance inclusive. Et nous savons que sur les 1,3 milliard de population que compte l'Afrique, à peu près 60 à 65% sont des jeunes de moins de 25 ans. Et là, il faut créer de l'emploi pour ces jeunes. Elle est stratégique et politique. Nous savons que l'Union africaine a mis sur pied un plan qu'on appelle l'agenda 2063, qui est la vision qu'on aurait aimé avoir de l'Afrique en 2063. L'interconnexion des économies apparaît ainsi comme une voie incontournable pour renforcer la résilience, créer de la valeur ajoutée sur le continent et répondre aux besoins croissants des populations africaines. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'intégrer ce marché. Les entrepreneurs, les sociétés africaines puissent avoir accès pour vendre leurs produits en toute quiétude. Et ça, c'est l'objectif principal, ce qui permettra à l'Afrique de devenir puissante économiquement. Et le deuxième objectif est le développement industriel. Nous voulons que l'Afrique se positionne comme un pays qui est très fort au niveau industriel, avec des champions africains, avec la possibilité de transformer nos produits locaux et également de créer des chaînes de valeur régionales. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que 80% de ce que les Africains consomment sont fabriqués à l'extérieur. Donc il est très important pour l'Afrique de commencer à véritablement enclencher son industrialisation. S'inscrivant dans la dynamique de la ZLECAf, cette manifestation d'envergure joue aussi un rôle majeur en valorisant le potentiel de la diaspora et de la jeunesse africaine, considérée comme une véritable matière grise du continent, en offrant aux start-up, talents innovants et chercheurs une vitrine continentale et en facilitant leur mise en relation avec des investisseurs et des fonds de capital risque. Donc que ce soit la foire qui va se passer, que l'Algérie héberge, et que ce soit la zone économique intercontinentale africaine et que ce soit l'Union africaine, ils s'alignent toutes dans le même objectif de faire développer l'Afrique économiquement. Il faut créer le plus possible d'industriels algériens, africains et qu'ils travaillent main dans la main et qu'on diversifie nos économies, qu'on crée des chaînes de valeur et qu'on crée des champions africains qui vont aller attaquer le monde. Il faut noter l'importance des start-up. On a parlé de l'industrialisation et cette industrialisation est faite par des entreprises, par les start-up. Ainsi, les ATF 2025 représentent un rendez-vous stratégique pour repenser le modèle économique africain, souligne l'expert, ajoutant que le continent ne peut plus se contenter d'exporter ses matières premières à l'état brut, au risque de rester prisonnier d'une dépendance historique aux marchés mondiaux.
À Gaza, la détresse des familles palestiniennes déplacées ne cesse de s'aggraver. Chassées de leur foyer et réfugiées dans des tentes de fortune, elles survivent dans des conditions inhumaines. La guerre génocidaire menée par l'entité sioniste continue de plonger la population civile dans l'horreur. Salam al-Iwadi et Riyad Belkhaddin. Ici, dans ces ruelles étroites, ont été installées un grand nombre de tentes pour pouvoir abriter le maximum de réfugiés, en les installant très proches les unes des autres pour pouvoir suffire au nombre de réfugiés venus de plusieurs régions de la ville de Gaza. Ce camp a été installé dans un stade qui est censé être un lieu animé, avec des jeux en tout genre, et à présent, comme vous le constatez, il est devenu un abri pour des familles qui vivent des souffrances et des drames inhumains. Que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous venu ici? Nous habitions dans une école. Elle a été bombardée par l'armée d'occupation. Tout s'est écroulé sur nous. Nous avons réussi à nous enfuir, mais nous n'avions plus de lieu où nous abriter. Comment vous vivez sous cette chaleur et ce manque de moyens? C'est très, très, très difficile. Que Dieu arrive à mettre fin à cette guerre pour que l'on puisse repartir d'ici. Nous sommes tous sous des tentes, c'est insupportable. Oui, c'est de l'allergie. C'est à cause des conditions inhumaines que l'on vit sous ces tentes. Notre situation de vie à Gaza est très difficile, sans électricité, sans ventilateur et sans soins médicaux. Des centaines de familles vivent ici sans le minimum de conditions de vie décentes. Pas d'eau, pas d'électricité et sans même de la nourriture. Rajoutez à cela une chaleur suffocante. L'horreur de la guerre qui s'est abattue sur ces populations venues du nord et de l'est de Gaza est devenue insupportable. Alors qu'au Maroc, la colère monte contre la répression, la pauvreté et l'injustice, la ville de Gérone en Espagne a été le théâtre d'un rassemblement en solidarité avec le peuple rifin et son combat pour l'autodétermination. Rina Lerari. Alors que les familles des détenus marocains continuent d'exprimer leur ras-le-bol et de faire entendre leur voix devant les prisons, dénonçant une politique de discrimination et des conditions de détention inhumaines, poussant de nombreux prisonniers à entamer une grève de la faim, la ville de Gérone en Espagne a été théâtre d'un rassemblement des militants et des défenseurs des droits de l'homme en signe de solidarité avec le peuple rifin et sa lutte acharnée pour l'indépendance. Aujourd'hui, notre revendication principale est notre indépendance face à la colonisation marocaine. Le RIF a atteint un haut niveau de conscience politique et les transformations qui s'opèrent actuellement à l'échelle mondiale viennent renforcer et légitimer notre combat pour l'autodétermination. Nous sommes réunis ici aujourd'hui car nous aspirons à fonder notre propre État rifin, comme l'ont fait nos ancêtres en 1921. Pauvreté, marginalisation, oppression et répression de la liberté d'expression. Tel est le quotidien des Marocains qui vivent sous l'emprise d'un régime totalitaire et corrompu, persistant dans l'injustice et l'arbitraire. Une réalité amère qui nourrit chaque jour davantage la colère populaire. J'ai 3 enfants et je n'ai pas de revenus. Ils nous ont coupé complètement les vivres. Honte aux dirigeants. J'ai un enfant de 4 ans et un bébé de 2 ans à nourrir. Pourtant, je ne perçois que 200 dirhams. Que suis-je censé faire? Ils nous ont tous mis à la porte sans préavis d'expulsion. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes perdus. Cela fait 1 semaine qu'ils nous ont expulsés. Où vais-je habiter avec ma famille? On dort dehors, c'est inadmissible. De la corruption au pillage des richesses, en passant par le rejet catégorique de toute normalisation avec l'entité sioniste, les voix s'élèvent partout au Maroc en quête de justice sociale et de dignité et dénoncer les manœuvres malsaines du régime du Marzen.
Crise politique et sociale en France, à l'approche d'une session parlementaire exceptionnelle et d'une grève générale annoncée, l'avenir du gouvernement Bayrou demeure plus incertain que jamais, entre mobilisation dans la rue et pression croissante au sein même de la classe politique. Mais c'est le voilà. Aujourd'hui, le bras de fer est clair entre le Parlement et l'exécutif en France. Le pays vit une situation exceptionnelle avec la convocation d'une session urgente du Parlement prévue pour le 8 septembre prochain. Une initiative du Premier ministre François Bayrou qui tentera d'y défendre son plan visant à réduire le lourd déficit budgétaire que traverse la France. Oui, la France va mal, tout le monde est d'accord pour le dire, mais finalement, on n'a pas avancé d'un pouce. La vérité, c'est qu'hier, il a fait harakiri. Je veux quand même rappeler aux auditeurs que le vote de confiance, la dernière fois qu'il y a eu lieu, c'était en 2020 par Jean Castex, lorsqu'ils avaient une majorité totale à l'Assemblée nationale. C'est ça. Depuis tous les premiers ministres, aucun ne s'est risqué à demander un vote de confiance. Il est simplement en train de se payer une communication, de s'ériger François Bayrou comme celui qui a toujours parlé de la dette. Je vous signale que ce sera la première fois depuis 5 ans et depuis 4 gouvernements. Donc la France était entrée dans une zone de grande fluidité où le président de la République décide que les élections ne concernent pas le résultat et tous les premiers ministres arrivent et personne ne demande la confiance. Donc il va nous permettre d'exprimer que non, nous n'avons pas confiance. Une décision immédiatement suivie par l'annonce d'un appel à la grève générale prévu pour le 10 septembre prochain pour dénoncer des politiques d'austérité jugées pénalisantes pour le citoyen français. Une mobilisation qui ravive les craintes d'un glissement vers l'inconnu et d'un nouvel affaiblissement du climat social et économique. François Bayrou et son représentant sont en train de faire payer la note au peuple de France. Et force est de constater que celles et ceux qui subissent depuis des années ont dit aujourd'hui ça suffit. Il y a une mobilisation qui s'annonce le 10 septembre, qui va être massive, je pense, d'un pays. Nous nous appelons à la soutenir et à la rejoindre, mais je crois que François Bayrou doit revenir à la raison. L'aggravation des tensions politiques en France, sur fond d'endettement élevé, a suscité la colère des partis d'opposition entre tiraillement économique et rivalité politique, ponctuée d'échanges, d'accusations et de déclarations controversées. Une question demeure toujours, quel avenir pour le gouvernement Bayrou? Maintien, départ ou mise en place d'un exécutif provisoire chargé de gérer les affaires courantes? Autant de probabilités qui laissent entrevoir une période délicate pour Paris avec des répercussions directes sur la situation en France. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Vladimir Petkovic, a animé une conférence de presse à la salle Mohamed Salah du stade Nelson Mandela de Baraki. À cette occasion, le coach a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs des qualifications de la Coupe du Monde 2026 face au Botswana le 4 septembre, au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou et à la Guinée le 8 septembre. La liste a vu la convocation pour la première fois du secrétaire du Paris FC, sociétaire du Paris FC Ilan Kebal. Et cette triste nouvelle décès hier soir de l'ancien défenseur de l'équipe nationale de football, Abdallah Medjadi, à l'âge de 67 ans, des suites d'une longue maladie, natif d'Oran. Medjadi a évolué dans plusieurs clubs dans le RC Lens et Strasbourg. Il est détenteur du championnat et de la Coupe de France avec l'AC Monaco. Sollicité pour intégrer l'équipe de France, il a fait le choix de représenter l'Algérie. Pour lui, ce n'était pas une option, mais une évidence. En cette douloureuse circonstance, le président de la FAF, Walid Saadi, a présenté en son nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du bureau fédéral ses sincères condoléances et expressions de sa profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu'à toute la famille du football national, implorant Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans ce vaste paradis et de prodiguer réconfort et patience à ses proches. Nous terminons ce journal avec le portrait de Ali Bouziane, doyen de la plongée sous-marine en Algérie. Plongeur et formateur, il poursuit une passion née il y a de longues années et continue de transmettre son savoir aux nouvelles générations. C'est un reportage signé Sihan Kenouch. La plongée sous-marine est un sport qui ne s'improvise pas. Il exige beaucoup de formation ainsi que des formateurs qualifiés. D'un plongeur P1. Parce que vous savez que dans la réglementation, vous allez avoir aussi
vous allez avoir la possibilité de former des P2. Je vous dis, c'est une icône. Et la légende de la plongée en Algérie, c'est le doyen Tana. On ne va pas dire son âge. Mais Allah qu'il a formé des générations et des générations. Au l'Ildork, les cours, les PowerPoint, les tests, il est toujours actif. Lui, tout le monde l'appelle Ammi Ali. À plus de 80 ans, il est aujourd'hui le doyen des plongeurs et des formateurs en Algérie. La relation avec la mer, c'est ma seconde joie de vie. C'est-à-dire que j'ai commencé la plongée en 1967 et à enseigner la plongée depuis 70. Alors 57 ans et 55 ans. Et j'espère que je vais encore durer un peu plus. Tous ceux qui sont dans le domaine le connaissent, le respectent et écoutent ses conseils attentivement. Mais c'est notre moniteur à tous. Il forme pratiquement plus de 90% des plongeurs. C'est le plus ancien plongeur en activité pour le moment. Mais il y a des cours de formation, mais il y a après toutes les années, mais incontournable. L'air, il arrive ici, haute pression, il est détendu, moyenne pression, et il arrive ici, basse pression. Et à la pression ambiante. Ami des abysses, toujours en forme, Ammi Ali plonge, transmet et forme. Et à travers lui, la mer confiera ses secrets à ceux qui veulent l'entendre. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.